Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Je suis Serge Alain autour pour le décryptage quotidien de l'actualité. L'on commence à s'habituer au style René Emmanuel Sadi, à savoir si ce n'est un communiqué de presse, c'est une sortie sur une chaîne de radio internationale. Point de conférence avec les médias locaux. Passons. René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement John Gouté 1, a, après la sortie médiatique de maître Éric Dupond-Moretti, avocat du professeur Maurice Kamto, leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, accordé un entretien à nos confrères de Radio France Internationale lundi dernier. Au cours de celui-ci, René Emmanuel Sadi revient sur l'interpellation du président du MRC, certains de ses militants et sympathisants, ainsi que de certains alliés du candidat à la présidentielle d'octobre 2018, mais aussi et surtout sur la demande par le professeur Maurice Kamto, relayé par maître Dupond-Moretti, quant à une rencontre avec son ex-adversaire Paul Biya. Sur ce, la réponse du porte-parole du gouvernement est sans détour. Je le cite, le président Paul Biya ne peut pas être considéré comme étant à mettre sur un même pied d'égalité que Maurice Kamto. Monsieur Kamto est un citoyen comme tout le monde. Je crois qu'il doit aujourd'hui cesser de se considérer comme un alter ego. Fin de citation. Rencontre Biya-Kamto, Sadi dit non. Madame, monsieur, c'est le fait du jour. Rencontre Biya-Kamto, Sadi dit non. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec le docteur Apollinaire Oko. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux différents panélistes et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Voilà, vous êtes le secrétaire national à la santé et à la protection sociale au sein du MRC. C'est bien cela? C'est bien cela. Voilà, je demandais comment vont vos camarades blessés. Les camarades blessés et les sympathisants et toutes les personnes arrêtées puis violentées lors des marches du 26 janvier ont connu une évolution en deux temps. D'abord, il y a eu une période relativement délicate où les personnes blessées qui ont reçu des tirs à balles réelles n'ont pas été pris en charge. Certains ont pu bénéficier d'une prise en charge mais ont été enlevés des lits des hôpitaux, puis séquestrés notamment. C'est les Saint-Germain au 7 et ont passé environ 2 semaines sans aucun soin. Les plaies ont commencé à se surinfecter et n'eût été l'intervention des équipes sanitaires, environ 2 semaines après, il y aurait certainement eu des complications irréversibles. Heureusement qu'il s'agisse de lui, qu'il s'agisse de maître Michel Doki, qu'il s'agisse de tous les autres camarades qui ont été blessés. Maintenant, l'évolution est favorable et donc on peut dire qu'ils sont hors de danger actuellement. Ok, bienvenue une fois de plus sur le plateau Equinox Yaoundé. Armand Cole, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, je dis bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision et les impondérables d'Equinox. Merci pour l'intérêt que vous accordez de manière générale au mouvement 11 millions de citoyens que je représente et singulièrement à ma modeste personne. Voilà, vous êtes le coordonnateur national Pôle Action de Terrain et DCC, non pas DCC, directeur du cabinet du coordonnateur général Cabral Libi. C'est bien cela? Oui, d'aucuns se demandent souvent ce que ça veut dire, est-ce qu'on n'a pas pris la grosse tête? Oui. Non, ben écoutez, Cabral Libi est un leader de très haut vol. Vous imaginez bien que ses agendas ne sont pas faciles entre les dossiers qu'il a à gérer, les rencontres qu'il a à faire, les rendez-vous, les descentes sur le terrain. Tout cela pour un seul individu, c'est pas évident. Donc je m'attelle au quotidien à essayer de mettre de la fluidité dans tout cela, préparer certaines de ces descentes, gérer certains dossiers, le représenter lorsque son agenda ne le lui permet pas. Et là, la dernière actualité avec Cabral Libi, c'est qu'il est dans le cabinet du vice-recteur, Université de Yaoundé dessus. Oui, donc on fait une très mauvaise appréciation de cet acte du directeur de l'Université de Yaoundé 2, qui
est dans son rôle le plus absolu. Parce qu'il faut dire qu'un responsable de son rang jouit de ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. Il est dans son droit, dans son rôle de déployer le personnel mis à sa disposition comme cela se doit. Sauf que on en est à s'interroger quand même sur le timing. La première des choses à dire, c'est que Kavalibi n'a pas reçu une promotion. Il n'a même pas été muté, il a été affecté. D'ailleurs, le texte est clair. Il était en complément d'effectif auprès du conseil technique du recteur. Il est actuellement en complément d'effectif toujours auprès du vice-recteur chargé de la coopération. Il s'agit nullement d'une promotion, il s'agit simplement d'un redéploiement qui obéit à ce qu'on appelle l'affectation. Non, je le martèle, le recteur est dans son droit de le faire, sauf qu'on en est et on peut interroger le timing de tout cela. Rappelons que peu de temps, politique, il y a à n'en point douter des relents politiques dans cette affaire. Je vais vous dire pourquoi. Dès quelques temps après la nomination du recteur de l'Université de Yaoundé 2, professeur Adolphe Minkwache, peu de temps après, il limoge Kavalibi, qui à l'époque est le chef de chaîne adjoint de Radio Campus. Il occupe alors des fonctions qui font de lui rang et prérogative de chef de bureau. Il le limoge et le met en complément d'effectifs auprès du conseil technique, je l'ai dit tout à l'heure. Et Kavalibi, naturellement, va prendre fonction et vient régulièrement pour assumer les tâches qu'on lui donne. Sauf que, auprès du conseil technique, il n'a pas de bureau. Bureau entendu comme une salle, bureau entendu comme le matériel usuel de travail, table et chaise, il n'en a pas. Alors, il déambule dans le campus. Et le conseil technique va alors estimer que ça le gêne, parce que quand il arrive, il trouve Cabral devant les portes ou à la véranda, ça le gêne. Il y a donc un gentleman agreement avec Kavalibi et il lui dit, comme le monde moderne d'aujourd'hui nous donne d'autres options, ce que je ferai désormais, c'est que quand j'ai besoin de toi, je t'appelle au téléphone ou je te confie des tâches au téléphone. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, vous avez vu ces envolées lorsque le recteur a signé le communiqué disant que Kavalibi est absent depuis. Non seulement ce n'était pas vrai, parce qu'il vient régulièrement, mais pour constater de l'absence ou pas de quelqu'un, il faut qu'il soit à un poste de travail, mais quand il arrive là, il déambule dans le campus et on le voit pas. Donc, le timing, je l'interrogeais tout à l'heure, il est limogé, quelqu'un du rang de Kavalibi. Vous imaginez, en complément d'effectifs, sans un bureau, sans qu'on ne lui assigne même des tâches, de vous à moi. Merci. Pourquoi ne pas y voir là des relents sur le plan Voilà, politique? merci. Juste à côté de vous, Jean-Baptiste Ambouna Temengue, bonsoir. Bonsoir, je dis bonsoir à vous, téléspectateurs aussi, ici au Cameroun et de la diaspora. Oui. Merci de m'avoir invité. Voilà, vous représentez ici le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. C'est bien cela? Oui, qui va fêter cette semaine son anniversaire dimanche, 34e anniversaire, fondé à Bamenda en 85, le 24 mars. 24 mars. Tous les militants sont mobilisés pour ça, pour la réussite de ce moment fort, pas seulement festif, mais surtout de méditation. Ok. Amankol, je reviens à vous. Avant de rentrer dans le fond, restons sur la forme. René-Emmanuel Sadi déplore davantage la condescendance et les propos désobligeants de ne pas mettre Dupond-Moretti dans la lecture des faits. Ça, c'est lui-même qui le dit. Est-ce que c'est comme ça que vous avez vu? Je veux vous dire que, une fois n'est pas coutume, hein, vous savez que je suis avare en compliment vis-à-vis de la plupart de nos responsables administratifs. Mais croyez-moi, pour ce qui concerne la tonalité, pour ce qui concerne la posture du ministre de la Communication dans cette interview, j'ai été à me féliciter d'être Camerounais. Parce que, à un moment donné, on en est à se demander, mais bon Dieu, sommes-nous une nation? Sommes-nous un État? Sommes-nous une patrie? Le complexe du colonisé a fait que on a de plus en plus le sentiment que c'est lorsque ça vient de l'extérieur qu'on prend cette affaire au sérieux. Ce n'est pas le sujet, mais est-ce que vous trouvez normal, vous, que les journalistes de la chaîne nationale
qui ont pour principal responsable de tutelle le ministre de la Communication ne puissent pas aller vers lui arracher une interview comme celle-là, qu'ils prennent in extenso une interview parce qu'elle vient de l'extérieur. Donc, je dis, moi, j'ai apprécié la tonalité, j'ai apprécié la posture parce que je suis comme mon leader, comme les mouvements de 11 millions de citoyens, nous l'avons dit, nous l'avons clamé sur tous les toits. Nous sommes naturellement pour la libération des manifestants du 26 janvier et même ceux qui n'étaient pas là. Ça, c'est notre posture, nous sommes formels là-dessus. Mais vous imaginez, quelqu'un qui vient au Cameroun, qui dit être un avocat, mais qui s'érige en un donneur de leçons invétéré. Et moi-même, j'ai interrogé la communication autour de l'arrivée de ce monsieur. À un moment donné, je me suis demandé, mais bon Dieu, est-ce que mon pays, est-ce que le pays de l'avocat Kamto a des avocats de renom, de qualité? J'ai vu une communication autour de cet avocat de renom. Et il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Mais la communication qui a été faite autour donnait le sentiment qu'au Cameroun, il n'y a que la racaille en matière d'avocat et que lui, c'était le bon Dieu qui venait et que dès le lendemain, les manifestants allaient sortir. Pour cela donc, j'ai été choqué, moi, quand je l'ai écouté parler. J'ai longtemps scruté la posture de l'avocat. Je n'ai pas vu l'avocat. J'ai vu le médiateur donneur de leçons. Et face à cela, j'estime donc qu'il fallait lui opposer une réaction, mais alors forte, comme celle que le ministre de la Communication... Voilà, docteur Oko, René Emmanuel Sadi pense que Maître Dupond-Moretti a glissé. Il est parti, il a quitté le terrain judiciaire pour le terrain politique. C'est votre sentiment aussi au MRC? Monsieur Emmanuel, René Emmanuel, la liberté de ses idées. Il est libre de dire ce qu'il pense. Maintenant, si c'est la même interview, si c'est la même conférence que nous avons suivie, je n'ai pas suivi un homme avec... j'ai pas suivi un avocat, n'est-ce pas, qui était dans une posture de condescendance. J'ai entendu un homme répéter plusieurs fois qu'il ne peut pas se permettre de venir enseigner le droit aux avocats camerounais. J'ai entendu un homme dire qu'il ne connaît pas le code de procédure pénale camerounais. Voilà ce que j'ai entendu. On ne prononce pas ce type de phrase lorsqu'on est en posture de donner des leçons. On ne dit pas ça quand on est condescendant. Non, c'est un homme qui a manifesté son humilité. C'est un homme qui, peut-être c'est là où la colère ou alors... ça dérange un peu. C'est à ce niveau que ça dérange le monsieur Emmanuel, c'est-à-dire c'est lorsqu'il a transmis un message dont il n'était pas le destinataire. Non, il n'était qu'un canal, n'est-ce pas, pour transmettre un message, et le message est bel et bien celui de Maurice Kamto. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit aucunement d'une condescendance. Si oui, qu'on nous dise en quoi est-ce qu'il a été condescendant, je répète encore qu'il a confessé son incompétence à faire mieux ici au Cameroun que ses collègues, qui connaissent mieux le droit camerounais, qui connaissent mieux le code de procédure pénale, dont il a félicité les prouesses depuis le début de cette aventure judiciaire, et pour laquelle il s'est dit incompétent, et qu'à la limite, il pourrait prendre le relais au niveau de d'autres juridictions. Mais à aucun moment donné, il n'est paru comme étant quelqu'un qui donne des leçons aux avocats camerounais, à quelqu'un qui effectue un glissement vers le champ politique. Si oui, comment? Il n'a été, à la limite, qu'un messager. Et c'est à ce titre-là qu'il faut le prendre, un messager de Maurice Kamto pour transmettre un message à M. Paul Biya. Voilà, c'est aussi simple que ça. Jean-Baptiste Mbouna-Temege, pour le ministre Sadi, Maître Dupond-Moretti n'est pas venu au Cameroun comme médiateur. Lui, ça dérange un peu, le ministre Sadi. Justement, il le confirme, le docteur, c'est-à-dire que ne connaissant ni les faits, exactement, parce que ils se sont permis de raconter ce qu'ils voulaient aux étrangers. On peut toujours dire à qui vient de loin ce qu'on veut dire sur des faits que nous avons vécu ici ou dans nos ambassades. Ensuite, lui-même dit qu'il ne connaît pas bien le droit camerounais. Donc c'est pour ça qu'on se demande ce qu'il est venu faire, en dehors de transmettre la demande d'audience de son client au président Paul Biya, ce qui le place effectivement dans une position de médiation politique. Le ministre Emmanuel Sadi a bien fait de recadrer les choses, et je crois que cette intervention du porte-parole du gouvernement ne vise pas que nos interlocuteurs étrangers. Le ministre nous parle
nous parle aussi, parle aux Camerounais, notamment à nos frères et sœurs du MRC, pour qu'on sache que le dialogue, la démocratie instaure le dialogue entre citoyens, excluant donc de fait la violence et tout le reste. Et il n'y a de dialogue qu'entre des gens qui ont quelque chose en commun. Nous avons la patrie en commun, nous avons beaucoup d'enjeux en commun, dont la construction même de la démocratie que nous devons bâtir ensemble. Et c'est entre nous que nous devons instaurer le dialogue. On n'a pas besoin qu'un avocat soit payé, chèrement payé de Paris pour venir... Mais est-ce qu'un client n'est pas libre de choisir son avocat? Alors là, s'il est avocat... la couleur fait problème? Non. La couleur de la peau? Ce n'est pas là le problème, c'est pas la couleur. Le problème, c'est justement ses propos. Oui. C'est-à-dire que s'il est venu comme avocat au sens strict, sa place est au tribunal et auprès de son client, auprès des défenseurs de son client. Mais de parler de l'audience ou de la demande de rencontre entre M. Kamto et le président de la République, ça c'est autre chose. Je crois que si ça venait d'un avocat camerounais, c'est-à-dire un avocat camerounais qui conseille camerounais du Kamto, ça aurait eu la même tonalité. Mais l'avocat camerounais a ceci qu'il est à la fois avocat de M. Kamto et citoyen camerounais, donc impliqué peut-être dans la politique camerounaise, mais celui-là n'est pas citoyen camerounais. Je vois pas ce qu'il a dans la médiation, le dialogue entre hommes politiques camerounais. Ok. Amankol. Mais l'avocat camerounais est payé par M. Kamto d'abord pour le défendre. Ce n'est pas pour faire la médiation. L'avocat n'est pas censé être médiateur politique. Amankol, lorsque Maurice Kamto dit, c'est les paroles que Maître Dupont-Moretti relaie, je souhaite dire un certain nombre de choses à Paul Biya, en le regardant dans les yeux. Pour René Emmanuel Sadi, Maurice Kamto va un peu loin. Voilà pourquoi il dit que on ne peut pas mettre Paul Biya et Maurice Kamto sur le même piédestal. C'est ça qui dérange? Non, sur ce plan-là, le ministre de la Communication ne peut pas estimer que Maurice Kamto n'a pas, le professeur Maurice Kamto n'a pas qualité pour demander à rencontrer le président de la République. Le professeur Maurice Kamto, au-delà d'être leader, au-delà d'être une personnalité de premier rang sur le plan universitaire, c'est un citoyen. Le président de la République a beau être président de la République, mais il est d'abord citoyen aussi. Donc, sur ce plan-là, je ne vois pas la raison pour laquelle il y aurait des problèmes à ce que deux citoyens puissent se rencontrer. Nul besoin de vous rappeler que dans ce pays, on a connu des opposants virulents, mais qui dansaient au vitriol le président de la République, mais qui ont fini par, j'ai envie de dire, dealer ensemble. Le deal n'est pas péjoratif ici. Moi, ce qui m'interroge, ce n'est pas tant le fait que l'avocat vienne critiquer, mais c'est la manière de le faire. Moi, je suis surpris quand on me dit que il est resté dans une posture d'humilité. Et sur ce plan, je regrette également que certains de nos responsables administratifs soient encore prisonniers de ce complexe de coloniser. Au nom de quoi est-ce que les avocats du professeur Kamto auraient de la peine à rencontrer leurs clients, mais que monsieur qui arrive le matin, à midi, les a déjà rencontrés. Il faut qu'il y ait... Il faut que... Docteur Oko, est-ce que les avocats, les conseils camerounais de Maurice Kamto ont de la peine à le rencontrer? Au point, parce que ce qu'on a vu, comme dit Amankol, ça donne l'impression que M. Dupont-Moretti a facilement accès au professeur Maurice Kamto. Est-ce que c'est ça la situation? Disons que s'il faut retracer, s'il faut retracer tout le film, n'est-ce pas, de la procédure judiciaire de but, il y a bel et bien eu des moments où les avocats étaient interdits d'approcher le professeur Kamto. Il faut le dire clairement. Donc il y a eu des moments, qu'il s'agisse de la période où il était au GSO ou après, des moments où les avocats étaient interdits de manière formelle de rencontrer le président Kamto. Au point où ils ont dû faire un sit-in, par exemple devant le GSO, pour exiger de rencontrer leurs clients. Donc c'est arrivé. Absolument. Alors, moi je dis donc qu'il faut
qu'on soit un tout petit peu sérieux. Que les responsables administratifs donnent également un certain sérieux aux avocats camerounais. Moi, je reste persuadé qu'ici au Cameroun, il y a des avocats de talent, de haut vol, qui sont à même de gérer cette affaire. Mais je dis, c'est de la liberté du client de solliciter une expertise étrangère. Moi, ce qui me gêne, c'est la posture. Dites-moi, sincèrement, pour que le professeur Kamto fasse la demande de rencontrer le président Biya, il faut forcément que ça passe par Éric Dupond-Moretti. Y a-t-il pas ici des avocats, y a-t-il pas des personnalités qui peuvent porter ce message-là? Et quand bien même le professeur Maurice Kamto voudrait rencontrer le président Biya, est-ce qu'il faut que ça se fasse après tout ce qu'on a connu? D'aucuns nous ont brandi l'idée selon laquelle les grands hommes d'État de par le monde ont d'abord été en prison, convoquant ainsi le fait qu'il s'agit d'un nationaliste, d'un patriote. Mais un patriote ne va pas se cacher sous le lit des enfants lorsque le premier policier arrive. Ça m'a interrogé. Je me suis posé la question de savoir, mais bon Dieu, s'il va se cacher sous le lit d'un enfant, ça veut dire qu'il a quelque chose à se reprocher. Sur le plan purement politique, j'estime que ces personnes n'ont pas fait pire que d'autres personnes. Mais si d'aventure, il est prouvé qu'il y a connivence entre ces différents leaders et ceux qui ont cassé, ceux qui ont pillé nos ambassades, je dis, il n'est pas possible de vouloir diriger un pays, de vouloir briguer la magistrature suprême et accepter qu'il y ait des casses. D'aucuns ont semblé donner l'impression qu'il n'y a aucun lien entre ces personnes. Mais dites-moi, vous avez suivi autant que moi la sortie. D'accord, les gens diront qu'il n'est pas du MLC, mais il s'agissait quand même du directeur de campagne de Maurice Kamto, qui a dit à Mondo Vision qu'il y avait un plan machiavélique pour déloger les ambassadeurs et pour les remplacer par des personnes, parmi lesquelles le général de la base. Lorsqu'il le dit aux yeux du monde entier, vous pensez qu'il n'y a pas là matière à ouvrir une information judiciaire? Je dis quand même que quand on veut gérer un pays, il y a quand même une manière. C'est pour ça que moi, je suis très admiratif d'un monsieur dans ce pays qui s'appelle Nidjon Fundi, qui a porté la charge de l'opposition pendant une trentaine d'années, qui parvenait à réunir 30, 40, 50 000 personnes, sans les moyens modernes d'aujourd'hui, WhatsApp, Facebook, le téléphone portable et tout ça, mais qui réussissait quand même à maîtriser ses troupes. D'où vient-il qu'aujourd'hui, on est à la tête d'une formation politique, mais on n'arrive pas à maîtriser ses troupes? Ça interroge. Oui, ok. Jean-Baptiste Amvouna Temengue, justement sur quoi qu'il se soit passé, mais lorsqu'un citoyen demande quand même à rencontrer le président de la République, pourquoi tant de réticence? Non, le ministre de la Communication, le ministre a dit, est resté sur les principes. Oui. Et a tenu compte d'un environnement immédiat. Il y a eu plusieurs candidatures à l'élection présidentielle. Parce qu'il dit que Maurice Kamto cesse de se considérer comme l'alter ego du président de la République. Effectivement, il y a eu une élection présidentielle, il n'était pas le seul candidat. Oui. Il y a un paysage politique camerounais qui existe. Il y a une démocratie camerounaise qui existe. Elle n'est pas encore parfaite, mais on a fait du chemin. Il y a au Cameroun plus de 300 présidents de partis politiques légalisés. Et le problème de fond, aujourd'hui, après tout ce qu'on a eu, c'est que monsieur Kamto est certes président d'un parti politique, mais il est là suspecté de faits très graves. Je pense que ce n'est pas après ces faits graves qu'il doit demander à rencontrer le chef de l'État. Pour nous qui considérons qu'il est injusticiable comme tous les autres, si tous ceux qui sont détenus préventivement dans nos prisons demandent à rencontrer le chef de l'État pour ce qui relève du droit, de la loi, je pense que on ne s'en sort pas. Et c'est parce que justement dans cette démarche, il y a, j'allais dire, quelque chose, un état d'esprit qui existe depuis. C'est que monsieur Kamto et ses soutiens
se considère comme au-dessus même du président Paul Biya, parce que le président Paul Biya, lui, respecte toujours la loi. Il ne s'est jamais pris pour quelqu'un qui est au-dessus de la loi, bien qu'étant président de la République. Il reste dans les prérogatives, ce que le droit camerounais lui confère comme pouvoir. Mais M. Kamto, lui, il est au-dessus de ça. Il est au-dessus de la Constitution, au-dessus des décisions du Conseil constitutionnel, au-dessus de la loi, au-dessus des préfets, au-dessus des sous-préfets. Et quand il veut être reçu par le président de la République, il doit être reçu. Là, il se pose un problème de fond. Et c'est pour ça que le ministre de la Communication a tenu à préciser qu'il est un citoyen comme tous les autres. Et ça, c'est très important. Nous sommes tous égaux devant la loi. Il n'y a pas un Camerounais au-dessus d'un autre. Et quand nous devons agir en tant qu'homme politique, nous demeurons des justiciables. Et c'est pour ça que moi, je pense que cette demande, elle est mal placée aujourd'hui, parce que au sortir de l'élection présidentielle, il est le seul qui a jeté nos votes, nos choix à la poubelle, ce qui est un délit grave en démocratie, donc une action néfaste à la démocratie camerounaise aux yeux du monde, parce que s'il avait fait entre nous, il l'a fait devant tous les observateurs internationaux qui ont dit mais quelle est cette démocratie au Cameroun? Le lendemain, il n'a pas de résultat, il s'autoproclame, ensuite il fait des conférences de presse où il engage ses actions de résistance ici et à l'ambassade, et ça amuse beaucoup de gens qu'aujourd'hui M. Kamto et toute son équipe nient qu'ils ont saccagé les ambassades. Ça ne fait l'homme d'aucun doute. Je crois qu'il faut être intellectuellement honnête, et ça part de là pour au moins présenter des excuses aux compatriotes qui en ont souffert. Vous imaginez discuter avant-hier avec est-ce que vous êtes salarié. Vous connaissez le contenu, vous savez ce qui peut se dire entre les deux hommes? Il n'y a rien à se dire entre les deux hommes. Ils ne sont pas égaux moralement déjà. Quelqu'un qui, le lendemain de l'élection, sait qu'il a perdu et se proclame président de la République élu, je veux dire, et vu les actions qui se sont déroulées, le président Paul Biya, lui, sur le plan seulement de la morale républicaine, n'ont rien à faire ensemble. Ils n'ont rien à faire. Je pense qu'il a été membre du gouvernement par la volonté du chef de l'État actuel. Donc, en ce moment-là, il n'était pas un dictateur sanguinaire, ni le diable qu'on peut aujourd'hui. Il a travaillé avec lui, ils ont collaboré pendant près d'une décennie. Il a pris son chemin, et qui est aujourd'hui de plus en plus celui du maquis. Je pense qu'ils n'ont plus rien à faire ensemble. Et il faut que les Camerounais, y compris ces militants, le comprennent. Que la République, d'abord, n'appartient pas à un individu qui va se mettre au-dessus des lois de la République pour nous marcher tous dessus. Et ensuite, si au moins il était humble et qu'il demandait et présentait des excuses, parce que c'est ce qu'on attend de lui. C'est ce qu'on attend de lui avec tous ses soutiens qui ont participé au saccage et à tous ces préjudices subis par des Camerounais à l'étranger. Vous n'imaginez pas quelles sont les conséquences humaines que cela a eu. Je ne parle pas en termes d'image. Mais vous imaginez un pays, il y en a, j'ai lu dans la presse hier une montagne qui accouche des souris d'un journal qui sûrement a une ligne éditoriale assez proche de ses idées. Mais Jean-Baptiste, attendre que le sous-secrétaire d'État américain vienne le libérer. Après tout ce qu'il a fait comme marque pour ce pays, moi je trouve que c'est trop demandé. Vous comprenez la réticence de certains Camerounais par rapport à cette demande? Pour le moment, je n'ai pas entendu de réticence. Oui, mais il y a le ministre dit, même sur ce plateau, Jean-Baptiste, mon cher frère Jean-Baptiste ne peut pas engager le RDPC. Monsieur Atemeng n'a pas la statue pour engager le RDPC, pour engager le gouvernement. Je suis désolé pour lui. Je le dis très amicalement. Il n'a pas la statue pour engager ni son parti politique, ni le gouvernement de la République. Je suis ici au nom du RDPC. Je dis que vous ne pouvez rien engager. Et je le maintiens. Alors, je dis donc ceci. Le gouvernement, le président Kamto a transmis un message pour rencontrer M. Paul Biya. Via Paris. Pour lui dire des choses. Je ne suis pas le genre de personne qui se lance dans des interprétations faciles pour décoder à distance, étant assis ici, dire exactement ce que le président Kamto a dit à M. Paul Biya, ou ce que M. Paul Biya peut lui donner en réponse. Non, je ne peux pas le dire. Mais je sais par contre, et ça c'est factuel, que notre pays traverse un moment difficile. L'état actuel du pays est sensible. C'est un état délicat. Nous avons deux régions où des compatriotes depuis plus de 2 ans
connaissent la mort au sens propre, sont à l'étranger, sont des réfugiés dans leur propre pays, sont dans les brousses depuis des mois. Vous avez des familles qui ont totalement éclaté. Ça, c'est une situation grave qui est quasiment inédite dans notre pays. Vous avez le Septentrion qui connaît Boko Haram, qui n'a pas cessé de faire des ravages. Vous avez l'instabilité dans la région de l'Est. Le Cameroun vit un moment très délicat. Donc ce que je veux croire, et ça, c'est pour ça que je dis qu'il ne peut pas engager ni le gouvernement, ni son parti politique, c'est qu'il y a un moment donné dans la vie d'une nation où même ceux qui occupent des positions décisionnelles doivent apprendre à faire leur mea culpa. Nous sommes habitués à ce gouvernement qui refuse le dialogue, qui refuse les mains tendues, et les exemples ne manquent pas. C'est ce gouvernement qui, au lieu de donner la chance au dialogue lors du début de la crise anglophone, a pris des interlocuteurs du consortium et les a jetés en prison. Des personnes qui avaient un projet de revendication qui s'inscrivait dans l'État. Jamais ces gens ne sont affichés, n'ont revendiqué une velléité sécessionniste, jamais. Ils avaient des revendications qui s'inscrivaient dans le cadre de l'État du Cameroun. Et ça, c'est un plus. Maintenant, puis ces personnes ont jeté en prison. Voilà un exemple de refus de dialogue. Monsieur le cardinal Christian Toumi a proposé également un dialogue général anglophone. Absolument, qui est également utilisé un dialogue. Par 2 fois déjà, cela a été refusé par le gouvernement. Donc, je veux croire que le gouvernement a l'habitude de refuser des dialogues. Mais je pense que dans la vie d'une nation, il y a des moments où il faut se dire, notre pays est en danger. Si un Camerounais, même s'il n'est pas président d'un parti politique, même si c'est un seul Camerounais, sollicite à voir des personnes qui occupent des positions de fait décisionnelles, il faut tendre une oreille attentive. C'est ça aussi la statue d'homme d'État. Donc le message du président Kamto s'inscrit dans une statue d'un homme d'État qui veut épargner à notre pays une évolution qui n'est pas bonne. C'est ce que je peux dire. Ah, moi, encore. Je me félicite de cette tempérance du docteur Oko. Moi, je pense que c'est ça dont on a besoin. J'espère que ça n'arrive pas. Il n'a pas toujours été comme ça. Non, non, je ne parle pas de lui. Je parle de la formation politique dans laquelle il milite. Okay. Et il est bien placé pour comprendre. Oui. Une formation politique dont le leitmotiv est celui de tirer à boulet rouge sur tout ce qui se rit sur son chemin. Je vous assure que le plus grand obstacle, le plus grand adversaire que le mouvement 11 millions de citoyens et son leader Cabral Libi, le plus grand adversaire, ça n'a pas été le régime, ça a été le MSC. Et je dis donc que quand on veut gouverner, quand on veut améliorer les conditions de vie des Camerounais, on rassemble, on ne divise pas. Voilà une formation politique qui a passé le temps à tirer sur Cabral Libi, à tirer sur le SDF, à tirer sur les autres. Mais moi, je vais vous dire, nous, on a eu 2 occasions, le mouvement 11 millions de citoyens. On a eu 2 occasions pour lesquelles on aurait pu engager les citoyens dans la rue. La première occasion, ça a été lorsque le sous-préfet à Douala a interdit le meeting du stade de Sikam. Croyez-moi, les appels ont fusé de toutes parts. Douala est la frondeuse. Vous vivez à Douala, vous le savez parfaitement. Les gens étaient décidés d'en découdre. Il se trouve que nous n'étions pas certains de pouvoir contenir la foule. Ce qui s'est passé, c'est que le leader a pris ses responsabilités. Cabral Libi a fait une vidéo pour appeler à la tempérance. La deuxième fois, ça a été lorsque les forces de l'ordre ont assiégé notre siège, notre QG ici à Yaoundé, pendant une semaine durant. Les gens voulaient descendre dans la rue, les gens voulaient descendre et casser. Le leader a une fois de plus pris ses responsabilités quand on veut gérer un État. Mais quand on prend des responsabilités comme celle-là, ça vient de ce parti politique qui estime, vous le savez mieux que quiconque, c'est eux qui disent que Cabral est un pion du régime, c'est le kérosène, il a floué les Camerounais, ainsi de suite. Quand on veut gouverner, on a une posture comme celle-là. Moi, je me félicite d'une posture comme celle qu'il a sur ce plateau. Okay. Et je dis, c'est elle qui doit gouverner et c'est elle qui doit nous guider au quotidien. Voilà, on va continuer après, madame, monsieur. On va donc prendre la direction de Douala pour le journal. Je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Madame, monsieur, place tout de suite à la pause journal.
pour prophétiser. La famille est toujours sans nouvelles. Mesdames, messieurs, je vous invite à suivre ce soir le débrief sur le plateau d'Equinox Soir en direct de Yaoundé. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne. De nos 4 invités, nous allons bien entendu, madame, monsieur, revenir sur cette affaire, cette disparition mystérieuse, ce pèlerinage qui va très mal tourner pour dame Mwendou Janda qui, dans la nuit du 2 au 3 mars dernier, est allée en pèlerinage, mais comme les autres, malheureusement, elle est portée disparue. Donc je vais interroger comme ça, pour vous, Ama Okon, quelle interprétation vous avez suivi ce reportage? Quelle interprétation vous faites? Écoutez, j'ai envie de dire, pris comme dans un tourment en écoutant ce reportage. Est-ce que vous imaginez avec quelle facilité les églises ont une propension à s'installer dans notre pays sans faire l'objet d'une quelconque enquête de moralité et vous savez parfaitement les affres que subissent les fidèles. Vous savez combien de couples ont volé en éclats à cause de cela. Donc quand j'ai suivi ce reportage, croyez-moi, j'étais pris, j'ai envie de dire, pris au dépourvu, véritablement. La première question, avant même que le reporter ne dise que le pasteur a été interpellé, je m'interrogeais déjà pendant que le reportage se passait. Oui. Mais quelles sont déjà les dispositions sur le plan sécurité qui ont été prises pour aller à ce monde que moi je connais, nuitamment. Vous imaginez cela? Mais je pense que il y a ce qu'on appelle la présomption de culpabilité. Donc, quand il y a un fait comme celui-là, la première personne sur qui les enquêtes doivent aller, c'est bien le pasteur. C'est-à-dire, on n'aurait même pas dû attendre autant de temps. Aujourd'hui, c'est 3 semaines. Est-ce que vous imaginez seulement ce qui a bien pu se passer après 3 semaines? Je pense que la lettre aurait dû être donnée dès le lendemain de la disparition et les enquêtes devaient pouvoir être enclenchées. J'ai bon espoir. J'ai bon espoir étant donné que on n'a pas encore retrouvé de traces véritables de cette compatriote. J'ai bon espoir que quelque chose de grave ne lui est pas encore arrivé. Mais je pense que plus que jamais, il est temps qu'on mette un peu d'ordre sur la prolifération des églises. Okay. On va revenir sur cet aspect. Docteur Oko, le prêtre dit restez en prière et va revenir. Le pasteur. Oh, je crois que le pasteur est plus ou moins dans son, je vais dire comme ça, dans son couloir. C'est-à-dire que lorsque nous sommes face à une désolation, à un malheur, il faut peut-être pas oublier qu'il y a comme ça le consolateur des êtres humains, il y a la parole de Dieu, il y a le Seigneur. Mais au-delà de cet aspect, de cet appel du pasteur qui demande de rester en prière et qui est donc dans son rôle, il y a quand même le problème social qui se pose. C'est celui de la sécurité des personnes et des biens. Ça, il faut le dire. Qu'une compatriote disparaisse aussi facilement, 3 semaines durant, que l'on voit comment une famille, comme on l'a vu tout à l'heure, est, je vais dire, en deuil sans avoir le corps, parce qu'on a vu la mère qui était en larmes. Le fils aussi. Nous avons vu le fils qui était en larmes. Donc ce sont des images de désolation qui attristent et qui nous font lancer un appel, n'est-ce pas, aux personnes en charge de la sécurité pour vraiment que des mécanismes suffisamment prompts soient mis en route, soient mis en branle une fois qu'une personne est constatée disparue. Ok, Jean-Baptiste Artemengue, d'abord votre réaction sur ce reportage. Ensuite, je vais vous interroger sur... Ama Okon a parlé d'un cadre législatif. Est-ce que... Parce qu'on voit des églises de réveil poussées comme des champignons. Qu'est-ce qui se passe? Toujours par rapport à la liberté de conscience? Oui, la liberté de conscience, elle est l'une des libertés fondamentales dont nous sommes en démocratie. Oui. C'est aussi celle qui relève le plus de la sphère privée. Oui. Parce que d'autres libertés comme celle de l'expression sont beaucoup mieux encadrées parce qu'elles mettent en relation plusieurs personnes ou organes et se font au niveau de l'espace social. Donc, c'est plus encadré nécessairement, alors que la liberté de conscience,
relève strictement du privé, même si elle n'est pas non plus absolue. Il y a quand même des lois pour ces institutions religieuses. Nous sommes en démocratie. Il fut un temps, tout cela n'existait pas quand la démocratie n'avait pas évolué. C'est vrai, quand même. Je me souviens qu'à l'époque, Jean-Baptiste Atemengue, les témoins de Jéhovah étaient presque pourchassés. Pas que. Voilà. Pas que. Et il faut dire, pas que chez nous, ailleurs, il y a peut-être probablement au moins le tiers de l'humanité qui vit encore sans cette liberté fondamentale, où on assiste plutôt au fondamentalisme d'une religion d'État qui interdit toute pratique libre d'autres religions. Donc, nous sommes en démocratie. Je pense que il y a des lois et les familles et les victimes des abus de toutes les églises. On a vu même l'Église catholique. Certaines brebis galeuses y ont fait des dégâts. Donc, pour toutes les victimes de ces abus au sein des églises, il y a l'État, il y a la loi que l'État doit appliquer, il faut des plaintes, il faut effectivement que les victimes se plaignent. Parce que comme ça relève de la sphère privée, chacun est libre de croire ou de ne pas croire chez lui, de croire en qui il veut. Mais quand il y a un abus qui va au-delà de ce qui est acceptable, il y a l'État et le système judiciaire qui sont là pour protéger les individus. Ama Okon. Écoutez, moi je suis pour la laïcité, je suis pour la liberté des religions. Mais je ne suis pas d'accord avec Atemengue lorsqu'il proclame les libertés tous azimuts. Écoutez, un grand penseur du monde contemporain a dit, si l'État est fort, il nous écrase, mais s'il est faible, nous périssons. La faute commune ne crée pas le droit. C'est pas parce que dans les églises catholiques, il y a également des brebis galeuses, comme il y en a partout, que nécessairement on doit laisser faire. Il faut un cadre normatif régulier qui régule le principe de création et de fonctionnement de ces églises. L'un des problèmes majeurs de notre pays, c'est la tolérance administrative. Tolérance administrative pour ce qui concerne les médias, tolérance administrative pour ce qui concerne les centres de santé, tolérance administrative pour les écoles, tolérance administrative pour les lieux de culte. Mais dites-moi, sincèrement, lorsque vous voyez que du jour au lendemain, une maison d'habitation est transformée en un lieu de culte, ça devient une congrégation religieuse, passez-moi l'expression, un kidam avec lequel vous vous retrouvez parfois autour d'un verre. Non pas pour dire que les hommes d'église ne boivent pas, mais qui s'érige désormais comme un homme d'église invétéré, qui croit pouvoir apporter des solutions aux problèmes des concitoyens. Et que l'autorité administrative laisse faire, ça interroge. C'est pour cela qu'il faut une certaine rigueur pour ce qui concerne des domaines comme cela. C'est pour ça que je dis, j'interpelle là l'autorité administrative qui doit véritablement prendre ses responsabilités, non pas pour porter atteinte à la liberté de culte, mais au moins pour veiller au bon fonctionnement, au bon déroulement des lieux de culte. Or, là, vraisemblablement, vous n'avez pas affaire à un homme d'église, vous avez beaucoup plus affaire à un charlatan. Non, mais c'est très difficile et complexe. Pourquoi? Parce que je suis parfaitement d'accord avec toi, mais le problème c'est que en matière de liberté de conscience, si nous deux on se retrouve chez moi pour prier, nous avons ce droit. Si nous sommes 3 ou 4, nous avons ce droit. Mais quand ça devient une organisation permanente qui nuit peut-être à l'environnement immédiat, là l'autorité intervient. Ça vaut pour les marabouts, ça vaut pour ces pasteurs, ça vaut pour tout ce beau monde. Quand il y a un préjudice prouvable, qu'on peut prouver, là il peut avoir une action judiciaire, mais en tout état de cause, je crois qu'il faut d'abord éduquer nos enfants. C'est pour ça que à la loi, à leurs droits, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'abus de ces autorités religieuses, entre guillemets autorités, parce que beaucoup ne sont pas reconnus comme tels. Mais on les voit faire, docteur Oko. Dans certains quartiers, pourquoi une telle passivité de la part de l'autorité? Je ne saurais donner une réponse formelle, une réponse définitive à cet état de lieu. Je ne peux que constater, d'abord,
et regretter ensuite. Constater qu'effectivement, comme vous dites, qu'il y a dans nos quartiers, il y a même de plus en plus dans nos villages, de plus en plus quand on y va, vous voyez des congrégations qui naissent comme ça de manière spontanée. Et quand vous jetez un coup d'œil, vous voyez qu'il y a au fond un intérêt pour économique pour les personnes qui sont les, comment on dit ça, les modérateurs, les promoteurs, on peut dire ça comme ça, oui, les promoteurs de ces choses-là. Donc, le regretter, donc, parce qu'effectivement, on peut aboutir, je veux dire, à des questions qui deviennent des questions de droit commun. C'est-à-dire qu'on sort de la sphère privée, on sort de la liberté de conscience de chacun pour tomber dans le domaine public qui est celui de la sécurité des biens et des personnes. Et là, effectivement, il faut que les personnes en charge de la sécurité des gens et des biens puissent prendre leurs responsabilités. Sinon, nous aurons encore et toujours ce type de cas malheureux que nous déplorons malheureusement. Ok, Amankol, pour la 4e fois, depuis le déclenchement de la crise, dans les régions nord-ouest et sud-ouest, le Mongo, une fois de plus victime. Là, on a vu une exploitation d'un nana qui allait en fumée parce que la situation les bandes armées, la situation est véritablement préoccupante. Je crois que plus que jamais, les Camerounais, tous les fils du nord au sud, de l'est à l'ouest, doivent se mettre ensemble pour privilégier ce que nous avons de commun, le vivre ensemble. Cette situation commence à être, on ne peut plus inquiétante. Au moment où j'entrais dans ce studio, j'ai échangé avec nos camarades du mouvement 11 millions de citoyens du sud-ouest qui m'ont dit, croyez-moi, il devient difficile à vivre de ce côté. Peut-être que vous êtes au courant également de cette information d'un groupe de footballeurs enlevés également, et donc on est sans nouvelles jusqu'ici. Le coach, lui, il a eu un peu plus de chance parce qu'il est sorti. Et quand le théâtre des opérations commence progressivement à partir de là où il était, c'est-à-dire du nord-ouest et du sud-ouest, se rapproche déjà du Mongo. Vous savez qu'en Banga également, ils ont sémé là-bas la terreur et la désolation. Je dis plus que jamais. Et là, j'interpelle celui à qui, oui ou non, les Camerounais ont accordé une partie de leur pouvoir. Cette personne s'appelle le président Paul Biya. C'est lui qui a été élu. C'est lui qui doit répondre aux Camerounais. J'aime souvent convoquer l'histoire. Rappelez-vous, lors des moments des braises, les gens avaient dit, le président Biya ne peut pas mettre les pieds à Douala, qui peut le plus, peut le moins. Mais écoutez, si le président Biya, président de la République, qui a été élu, a peur d'aller à Boya, discuter avec ses compatriotes, dites-moi, qu'en est-il des pauvres citoyens? Mais bon Dieu, pourquoi ne comprend-il pas que la situation est suffisamment critique comme celle-là? Que le président Biya descende à Boya, qu'il descende à Bamenda, mais qu'on engage véritablement des discussions. Il y a eu la création du comité national de désarmement et de démobilisation. Mais vraisemblablement, vous avez le sentiment que cet outil qui se veut important a quand même des difficultés à se mouvoir sur le terrain. Pourquoi? Parce que pour désarmer, pour démobiliser, il faut qu'il y ait eu cessé le feu. Or, dans le cas d'espèce, les armes crépitent encore. Elles crépitent au jour le jour. Pour cela, donc, il faut que celui à qui les Camerounais ont accordé leur vote, écoutez, il se dit qu'il a été élu à 71%. Même si le taux de participation aux inscriptions était faible. La démocratie, c'est la dictature de la majorité. Ça veut dire que s'il est acquis que c'est lui qui est président de la République, d'ailleurs il a prêté serment et il trône au palais d'Etoudi, ça veut dire qu'il assume la fonction, il lui revient d'engager tous les voies et moyens pour que l'ordre, pour que la discipline, pour que la sécurité revienne dans ces zones. Est-ce que vous imaginez seulement ce que c'est que d'avoir un des vôtres
à Boya, à Kumba, à Bamenda aujourd'hui. Alors que tous les jours, il y a des enlèvements, il y a des demandes de rançon, mais il y a surtout des morts décapités. Il faut faire quelque chose. Docteur Oko, cette situation, le Mongo qui devient de plus en plus la cible de ces bandes désarmées, c'est inquiétant. C'est plus qu'inquiétant. Ça dépasse le stade de l'inquiétude pour interpeller véritablement les fils et filles du Cameroun. Et c'est pour ça d'ailleurs que je prends cette posture, qui est une posture transpartisane. C'est-à-dire on va au-delà des clivages et des chapelles politiques pour se dire que voilà un bien commun que nous avons. Le Cameroun est un héritage commun. Il y a des gens qui ont pensé le Cameroun, il y a des gens qui l'ont façonné, il y a des gens qui ont donné leur vie pour le Cameroun. Ils sont nombreux ces acteurs de notre histoire. Aujourd'hui, nous avons un héritage, nous avons la responsabilité, avant de rejoindre nos pères fondateurs, de faire notre part pour que demain nos enfants, petits-enfants trouvent également un legs commun. Et comment on fait ça lorsque le pays se trouve dans cette situation? Je pense que, quelles que soient les positions que les personnes occupent ici et là, dans les appareils institutionnels ou même des simples citoyens, toutes les idées sont bonnes à prendre. Et c'est pour ça que je ne vais pas revenir au côté dans la plaie, que la posture qu'a eu jusque-là l'État n'a pas été la meilleure des postures. Il faut le reconnaître pour les amener à comprendre que depuis que nous sommes dans le déni, dans une première phase, puis dans le refus de dialoguer, on n'a pas avancé. Après que le consortium a été arrêté, on a perdu toutes les chances d'avoir des interlocuteurs. Il faut souvent le rappeler. L'initiative de Monseigneur Christian Toumi, qui avait pour objectif, selon ce que j'ai suivi dans les médias, de faire asseoir les Camerounais des deux régions du Nord et du Sud-Ouest pour faire émerger des personnes capables de parler au nom des populations. Vous voyez que la finalité était presque la même, c'est-à-dire la finalité était de produire également des interlocuteurs. Parce qu'il faut des gens qui parlent, il faut des gens qui sont face aux institutionnels pour dire voilà ce qu'il faut faire pour le bien du Cameroun. Donc voilà encore, et là je reviens sur la main tendue une fois de plus du président Kamto. Voilà une main tendue. C'est une main camerounaise. C'est un fils de ce pays qui tend la main parce que l'heure est grave pour le pays. Je pense que le moment est venu pour que les personnes qui ont des égos, ça peut se tolérer, apprennent à faire vraiment, à revoir ces égos à la baisse pour se dire qu'il y a un héritage commun qui va au-delà des personnes et prennent la décision qu'il faut prendre à la fois pour la nation, mais surtout devant l'histoire. C'est très important. Le Mongo, attaqué une fois de plus, la situation est grave. On dit que depuis que la situation est grave dans ces deux régions, le président de la République n'est jamais allé rendre visite à ses enfants. Non, ça c'est un faux problème. Je pense Comment ça Comment ça Non, c'est grave. Non, c'est pas grave. Pour vous, c'est un faux problème. Oui, c'est un faux problème utilisé à des fins inavouées. Le problème de fond, c'est que là, j'assiste à une duplicité qui est heureuse s'il y a de la duplicité, même si elle est tardive, parce que la main tendue de votre président Kamto aujourd'hui, après avoir implicitement soutenu ce feu et après avoir lui-même créé ce feu qui n'avait pas lieu d'être, parce que je vous ai suivi avant le journal télévisé, vous avez reconnu la situation extrêmement difficile du Cameroun. Mais entre guillemets, cet homme d'État, voyant cette situation difficile, a trouvé que ce qu'il y avait lieu de faire, c'était d'abord d'annuler une élection présidentielle au vote des Camerounais, de s'autoproclamer chef de l'État, et ensuite d'engager des résistances anarchiques, oubliant que le pays vivait des situations difficiles. Et aujourd'hui, au lieu de répondre à un seul rendez-vous qui est sûr et certain qu'il a avec le juge, c'est de solliciter notre rendez-vous avec le président élu par la majorité des Camerounais. Donc, cette duplicité ne nous avance pas. Il faut être honnête intellectuellement. Et ensuite, j'ai dit que c'est un faux problème la présence du chef de l'État là-bas. Pourquoi? Parce que j'entends parler du dialogue. Quand en 82, le président Aïdjo laisse ce pays, confie ce pays, parmi tous ses collaborateurs, au président Paul Biya, après avoir travaillé 20 ans avec lui, il avait pris le soin, et je crois que même nous qui n'étions pas là, l'histoire nous l'apprend, il avait pris le soin de remarquer que, un, il était le plus bosseur parmi tous ses collaborateurs, deux, il était le plus
pauvre parmi ses collaborateurs, donc ne servait pas l'État pour s'enrichir. 3, il était le plus apte à rassembler, à dialoguer avec tous les Camerounais. C'est cette posture qu'il a toujours eu. Au lieu de les diviser, il a toujours voulu rassembler ceux qui ont pour commerce politique la haine, la tribu et tout le reste qui divise les Camerounais ou la religion. C'est pas son commerce, ce n'est pas notre idéologie au RDPC, nous qui sommes de sa formation politique. Et donc le dialogue, il est permanent avec lui. Quand vous sortez, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on assiste en France au même débat républicain, dans une démocratie représentative, vous avez des institutions républicaines prévues par la loi qui maintiennent l'ordre social. En général, un parti de gouvernement qui a donc en son sein des hommes d'État. Il n'y a pas d'hommes d'État en France à l'extrême gauche, à l'extrême droite. Un homme d'État, sa politique, ce n'est pas dans la rue. Il y a des cadres et des institutions où on mène les débats en démocratie. Et c'est ce que aujourd'hui le président Macron et tous les responsables politiques républicains en France rappellent aux extrémistes. En général, on sait que c'est l'extrême gauche, l'extrême droite, les partis qui ont une fonction tribunicienne, qui n'ont pas vocation à gouverner, qui font ce genre d'action et de rébellion, d'insurrection. Ce n'est pas un homme d'État comme le président Kamto, qui peut, dans un premier temps, implicitement soutenir des gens qui prennent des armes pour s'attaquer à l'intégrité territoriale, qui lui-même entre dans le maquis, et lui, il appelle homme d'État. J'ai dit non, ça c'est de la duplicité pure et simple. Et ensuite, aujourd'hui, face à cette situation grave, c'est lui qui vient en rajouter une crise post-électorale dont nous n'avions pas besoin. Nous n'avions vraiment pas besoin de ça. Parce que quand on dit le bien commun ici, le bien commun, franchement, ce n'est pas une micro-liberté de manifestation où un sous-préfet a dit « Je pense que vous pouvez reporter ou annuler ou ne pas manifester à Douala parce que, ou ailleurs parce que... » Donc, je pense que le dialogue avec le président de la République, il est permanent, il se fait naturellement dans le cadre des institutions, les députés, les sénateurs, les maires, la société civile, les associations légales contribuent à ce cadre de délibération, peuvent proposer. La République, c'est ça, il n'y a pas une loi éternelle. Il faut que la loi puisse être remise en cause. Mais dans le cadre des institutions. Docteur Oko. Je voudrais dire que Jean-Baptiste ne va pas distraire devant la gravité du sujet. Notre pays vit un moment qui est un moment délicat. Je ne suis pas sûr que depuis la fin du maquis, on ait eu un moment aussi délétère où vous avez 6 à 7 régions sur 10 qui sont quasiment dans un état pratiquement d'anarchie. Nous en sommes conscients. C'est vous qui n'en êtes pas conscients. Vous prenez conscience là maintenant. Après avoir semé le bordel. Nous sommes conscients. Nous ayant prétendument pris conscience de ça, on n'a pas vu le résultat jusque-là. Je vous ai déroulé quelques attitudes que vous avez eues et qui ont contribué à entretenir, sinon à aggraver la situation. C'est vous qui l'avez aggravé. Je dis encore et je maintiens mon message qui est fondamental, c'est que lorsque le pays va mal, tous ceux qui ont la possibilité de poser un geste salvateur ont la responsabilité morale de le poser. C'est ce que le président Kamto vient de faire et nous souhaitons que ceux qui ont la compétence de prendre cette main tendue pour le bien du Cameroun et seulement du Cameroun. Amakol, pour sortir, on est arrivé au terme de l'émission. Rapidement, Amakol. Après avoir parlé de la duplicité, ne parle de dualité. Non, je pense qu'il y a des sujets qui nécessitent qu'on sorte de la politique politicienne. Quand M. Atemenge dit que appeler le président de la République à descendre discuter avec ses compatriotes est un faux problème, je dis non, c'est pas possible. Et je vais vous lui dire pourquoi. Kabla Libye, qui n'a pas la soldatesque, qui n'a pas la sécurité, qui n'a pas le pouvoir, entre mai 2017 et octobre 2018, est descendu 7 fois dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. J'ai été personnellement jusqu'à Koumba, jusqu'à Manfé. Vous pouvez vous imaginer ce que c'est que Koumba comme lieu théâtre de ces opérations. C'est Kabal Libye est descendu. S'il est allé là-bas, il est allé justement discuter avec les compatriotes. Il est allé discuter avec les compatriotes. Ceux qui tiennent les armes, qui enlèvent, ils ont discuté avec qui. Parce que tous les autres ont fui le territoire. Il est allé discuter avec qui. Vous êtes allé discuter avec qui là-bas? Nous sommes allés discuter avec qui? Avec des compatriotes, peu importe lesquels. Il s'agit d'une situation suffisamment grave
pour qu'on fasse taire tous les égos. Absolument. Tous ceux qui vont concourir c'est un problème d'efficacité. une solution. Vous êtes allé discuter avec qui précisément? Mais je vous dis Des que Camerounais, nous sommes allés compatriotes. discuter avec des compatriotes. Lesquels. Ils sont pas. Une dernière phrase. Oui. Si vous allez discuter avec ceux qui ont pris Jean-Baptiste Temengue. Monsieur Temengue, si un individu lambda, comme on a coutume à le dire, comme Cavalibi est descendu, 7 fois, y compris dans les zones les plus difficiles, il me semble que vous vous rappelez que la dernière fois, c'est d'aller discuter avec ceux qui vous ne portent ferez les pas terminé. à faire ici dans le Oui, terminé. Donc, on arrive. S'il est descendu, et si lors de sa dernière descente, il y a eu des coups de feu au point où il a dû aller se cacher, je dis, celui à qui les Camerounais ont confié une partie de leur pouvoir doit pouvoir descendre parce que qui paie le plus peut le moins. Voilà, merci Don Amarokol, merci Dr Roko d'être venu, merci Jean-Baptiste Temengue. C'est moi qui vous remercie. Voilà, madame, monsieur, c'est ici que prend fin ce 3e numéro Equinox Soir depuis Yaoundé, rediffusion 23h GMT, il sera minuit à Bafia.